J'étais 100% fermé au début. J'ai perdu beaucoup d'argent au début. En l'espace de 15 minutes, j'ai perdu 80 000 $. Il n'y avait personne au Québec qui faisait de la crypto. J'ai payé des dizaines de milliers de dollars en éducation. Bitcoin, c'est un petit peu l'or digital. Ici, c'est nouveau rêve américain. La vie, puis même le monde de l'investissement, c'est un never-ending game. Plus que tu zoomes sur le graphique, plus que ça peut faire peur parce qu'il y a des grandes fluctuations. Les opportunités, il va toujours y en avoir. Je voulais pas investir dans mon éducation. J'allais perdre cet argent-là. J'ai fini par perdre beaucoup plus. Regarde pas le bout de l'escalier, regarde juste la première marche. Et re-bienvenue tout le monde sur le podcast de Capital Nomade, le podcast avec les deux frères québécois qui vous expliquent la finance pour les expatriés. Aujourd'hui, on plonge au cœur du monde décentralisé avec la crypto-monnaie. Notre invité de taille, un très très bon ami à moi, enfin finalement un Québécois. C'est quelqu'un qui étudie les marchés de la crypto-monnaie depuis plus de 5 ans. Puis aujourd'hui, en fait, à la tête d'un gros club d'éducation financière autour du trading qui s'appelle Renaissance Crypto Club. Il accompagne et éduque finalement des Québécois à bien naviguer les marchés. Donc, en ce moment, les marchés vont un petit peu moins bien. Tout le monde panique, mais notre invité, finalement, a le sourire. Vous allez le voir. Donc, on va comprendre pourquoi, en fait, il regarde pas le prix d'hier au niveau de la crypto, mais plutôt l'infrastructure de demain, cette nouvelle technologie, finalement, qui va vraiment impacter la vie de tout le monde et les finances de tout le monde. Olivier Saint-Pierre, mon chum, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Yes, ça va super. Autres, en fait. Ça va super. Yes, ben écoute, man, on est content de t'avoir parce que là, on va enfin pouvoir avoir le vrai accent québécois. Fait que pour tous nos amis, finalement, expatriés qui m'ont vu avec l'accent français, là, aujourd'hui, j'aurais pas le choix de me démasquer, finalement, et être bien québécois. Fait que on se retrouve à Dubaï aujourd'hui. Ouais. Finalement, je sais que tu es comme là en vacances un petit peu. Qu'est-ce qui... Ben, pas en vacances, je viens travailler, puis faire les affaires ici un petit peu à Dubaï, puis m'enfuir un peu aussi de l'hiver froid du Québec. Ouais, parce qu'en ce moment, nos confrères québécois sont à moins 25. Là, il fait froid. Mais je suis un Québécois, puis mes racines sont du Québec. Comme nous autres. Je me souviens, il y a 2 jours, on est partis ensemble à Abu Dhabi, là, puis on remettait des bons les étoiles filantes, les cowboys fringants. Et on revenait sur les bons bangers, comme on dit en québécois, de musicaux. Fait que non, ça fait plaisir de te revoir ici avec nous autres. Merci l'invitation. Ça fait plaisir, man. Fait qu'aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu aider finalement les expatriés à la maison à comprendre aussi les autres véhicules financiers auxquels ils peuvent avoir accès. Pas que finalement la finance traditionnelle, les actions, les obligations, mais aussi aller voir finalement qu'au niveau de la crypto-monnaie, aujourd'hui, il y a des actifs qui sont assez solides, dans lesquels il y a des trillions de dollars qui sont investis. Fait que c'est de revoir un petit peu ce que tu connais, qu'est-ce que tu fais, puis ton parcours aussi entrepreneurial, puisqu'on est entrepreneurs avec Neyel. Fait que c'est de voir un petit peu, c'est quoi ton histoire, toi, si tu arrives d'où, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es quand même connu au Québec, dans le fond? Ouais, mais dans le fond, j'ai toujours eu un intérêt face à la finance, l'économie, puis quand même très, très jeune, je commençais à m'intéresser, tu sais, rapidement. Dès mes 18 ans, j'ai commencé à la bourse. J'ai fait quelques investissements qui ont fait quand même des bons rendements, que ce soit Tesla en 2018, Air Transat en 2019, je pense. Puis par après, je voulais juste trouver comme le meilleur véhicule, selon moi, pour atteindre mes objectifs le plus rapidement possible. Puis c'est là que je suis tombé sur la crypto. J'étais 100% fermé au début, comme tout le monde qui l'est quand il commence à entendre c'est quoi la crypto. À petit feu, j'ai commencé à m'intéresser, puis après, j'ai décidé d'aller all-in sur ce véhicule-là. Ouais. Tout simplement parce que, selon moi, si je mettais le même nombre de temps en crypto versus l'immobilier ou la bourse, ben la crypto allait plus me rapporter. Là. Ouais. Surtout, en fait, sur le long terme, aujourd'hui, selon toi, on va pouvoir en parler, mais... Ah non, c'est clair. Puis dans le fond, toi, ton parcours d'apprentissage avec la crypto, tu penses que ça t'a pris combien de temps, entre guillemets? Ça c'est quand est-ce que c'est-tu vers tes 20, vers tes 21 ans que ça a vraiment commencé à être concret un petit peu les résultats? Ou ça a été quand même ça a quand même été long. Je dirais que ça a pris comme un bon 2 ans avant que je puisse faire des meilleurs moves. Donc c'est sûr que j'ai perdu beaucoup d'argent au début. Je pense que je l'ai appris à la dure, puis ça m'a permis de rebâtir sur quelque chose d'un petit peu plus stable, de vraiment aller chercher l'éducation ailleurs. Tu sais, à ce moment-là, il n'y avait personne au Québec qui faisait de la crypto, fait que j'ai dû regarder un petit peu ailleurs, aux États-Unis, en Europe, même à Singapour, pour vraiment mieux apprendre, puis ça m'a permis d'apprendre les bonnes bases puis d'évoluer dans le marché. Aujourd'hui, tu accompagnes beaucoup de monde, là, dans le sens que, tu sais, sur quelques milliers de Québécois. Là. Ouais, c'est fou, là, quand même, là, des milliers de personnes, finalement, qui t'aident à naviguer la crypto-monnaie et tout ça. C'est pas du conseil financier, là, c'est de l'éducation financière. Les gens font vraiment, finalement, des décisions par eux-mêmes et tout ça. Mais comment ça s'est
lancer cette école-là, finalement, parce que tu étais à l'école, puis tu t'es juste dit, je vais lancer moi-même une école? Comment ça s'est fait? Non, même pas. En fait, j'ai décidé de partir du HEC. Puis, qu'est-ce que je me suis dit, c'est que je voulais révolutionner. Bon, j'avais le rêve d'un jeune qui part puis qui se dit, OK, je vais tout révolutionner le monde de la crypto au Québec. Donc, à ce moment-là, je voulais partir un hedge fund de crypto. Fait que pendant comme 2-3 mois, je parlais à plein de monde dans les banques pour partir quelque chose de même. Honnêtement, j'étais juste beaucoup trop jeune, pas assez de background. Fait qu'à ce moment-là, ça a tombé à l'eau. Après, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis dit, OK, moi, quand je voulais apprendre la crypto, il n'y avait aucune façon de l'apprendre. Fait que j'ai dû regarder ailleurs. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de bâtir comme un service d'apprentissage en crypto. Puis ce service-là allait être décentralisé. Fait que c'est en utilisant la technologie des NFT. Fait que ça, c'était il y a quand même longtemps. Puis, tu sais, à ce moment-là, ben, les NFT, ça allait bien, mais il y avait comme ça a commencé à descendre aussi. Fait que le monde avait une mauvaise vision face à la compréhension des NFT. Fait que mon projet a complètement tombé à l'eau. J'ai perdu des centaines de milliers de dollars. Moi, mon objectif, au final, c'était juste que le monde ait un ownership du service, puis que s'il ne voulait plus avoir accès au service, il puisse juste le vendre à quelqu'un d'autre. C'est ça le fun qu'on en parle, justement, parce que je pense que là, mettons, on parle d'NFT, on parle des crypto-monnaies, tout ça, mais il y a plein de monde que pour eux autres, c'est genre une autre planète. Là. Fait que ce serait le fun de savoir, genre, c'est quoi la crypto, Lee? C'est quoi la crypto ou c'est quoi un NFT? Ben, c'est deux choses différentes, finalement. Fait que, pour que les gens comprennent. Parce que dans le fond, il y a de la technologie derrière, plusieurs cryptos, plusieurs NFT. Puis les NFT, à ce moment-là, on voyait ça comme juste du hype. Moi, comment je voyais ça, c'était vraiment un ownership d'un service ou d'un produit. Donc, admettons, on prend par exemple, on a un abonnement à Netflix, mais quand on veut se désabonner de Netflix, on fait tout simplement se désabonner. On n'a aucun ownership, donc ça ne nous appartient pas, l'abonnement. En soi, ça appartient à Netflix, puis quand on décide d'arrêter, ben, c'est fini. Mais quand tu détiens un service, mais admettons, je détiens le service de Netflix, donc cet abonnement-là, puis j'en veux plus. Puis toi, tu désires en vouloir un, mais j'aurais pu juste te le vendre à toi au lieu de juste me désabonner. Comme une action en bourse, mettons? Un peu ça. Fait que c'est un peu comme ça que je voulais offrir mon service. Mais tu sais, comme là, on le voit, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Puis pour moi, c'était juste pas la bonne façon d'offrir mon service. Donc, à ce moment-là, quand ça n'a pas fonctionné, j'ai juste décidé de me pivoter puis de lancer ça un petit peu plus normalement. C'est peut-être trop compliqué au départ. C'est pas mal technique, mettons. Mais c'est ça, fait que finalement, pour quelqu'un qui comprend rien de tout ça, quand on parle des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est de la nouvelle argent. C'est quoi finalement? Dans le fond, il y a Bitcoin, puis il y a le reste du marché. Donc, Bitcoin, c'est un petit peu l'or digital qui, dans le fond, que c'est impossible de créer plus de Bitcoin. Donc, c'est comme le noyau du marché. Donc, ce qui fait en sorte que le reste du marché flotte autour. Donc, Bitcoin, ce n'est pas une entreprise, c'est vraiment comme une valeur refuge. Pourquoi une valeur refuge? Vous allez me dire, même si ça chute beaucoup des fois, ben, c'est tout simplement parce qu'il n'y a aucun contrôle en arrière, il n'y a personne qui peut inventer du nouveau Bitcoin. Donc, c'est pas inflation. Il n'y a pas d'inflation dans le Bitcoin, c'est déflationnaire. Donc, à chaque 4 ans, on peut en créer moins, ce qui fait en sorte que, bon, c'est l'or digital. Puis après, il y a les autres cryptos, qu'il y a beaucoup de merde quand même dans le marché, mais il y a beaucoup d'entreprises aussi qui bâtissent des entreprises concrètes. Donc, des vrais gros hedge funds qui sont en train de mettre beaucoup de capitaux finalement sur le marché de la crypto-monnaie et tout ça. On va en parler de la hype et pourquoi finalement cette hype-là est arrivée vers le marché de la crypto, mais comment t'en as entendu parler, toi, de la crypto-monnaie? Puisqu'en 2019, c'était pas tant connu. Ouais. À ce moment-là, c'était un de mes amis qui s'intéressait à la crypto, un de mes meilleurs amis, puis il était excellent à l'école, il connaissait vraiment, vraiment bien tout ce monde-là, puis moi, j'étais juste vraiment, vraiment fermé à la crypto. Fait que qu'est-ce qu'on se faisait le soir? C'est qu'on se faisait des petits débats. Donc, moi, je débattais pourquoi la bourse était meilleure, puis lui, il débattait pourquoi la crypto
c'était meilleur. Incroyable. Puis, T'étais anti-crypto quand t'as 100%. commencé. 100%. Ah ouais. Ouais, je voulais absolument rien savoir. Mais ton chum, il est rendu où? Parce que c'est un très bon vendeur. Là. Il t'a closé à mort sur la Ouais, crypto. 100%. Fait un virage Puis 180 puis sur... quelques années plus tard, maintenant, c'est moi qui viens à l'aider, même sur la crypto. Ah et tout. ouais, incroyable. Ouais. Incroyable. C'est vraiment hot. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert la crypto. Ouais, ben c'est le fun. Puis après ça, t'as vraiment raison de te dire que t'as complètement navigué dans ce marché-là tout seul parce qu'aujourd'hui, tu essaies de trouver des écoles. Tu sais, il y en a beaucoup aujourd'hui. En 2019, il n'y avait personne qui t'expliquait la crypto. Là, c'était complètement inconnu. Beaucoup moins. Moi, je trouve ça drôle parce qu'aujourd'hui, tu es le professeur. Ben, pour beaucoup de gens, tu as cette figure d'autorité. Tu es le professeur un petit peu de toute cette personne-là. Puis toi, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais toi aussi investi dans ton éducation? C'était quoi un petit peu ton... T'sais, comment tu l'as appris? C'était beaucoup des vidéos? C'était du coaching one-on-one avec des personnes qui étaient déjà dans le domaine avant toi? C'était quoi un petit peu? Ben, premièrement, qu'est-ce qui a fait? Au début, j'étais un petit peu stubborn. Donc, en fait, j'avais la tête dure. Je voulais apprendre vraiment par moi-même. Fait que jusqu'à temps que je perde beaucoup d'argent. Puis là, je me dis, OK, faut que je trouve une façon d'apprendre. Fait que j'ai payé des dizaines de milliers de dollars en éducation. Que ce soit avec des personnes qui avaient des hedge funds en crypto, d'autres types de personnes rentrées dans certaines petites communautés qui existaient, ou genre juste de rentrer en contact avec le monde. Donc, je parlais à beaucoup j'essayais d'aller à des événements, serrer des mains, parler à du monde, puis de fil en aiguille, mais ça m'a permis de vraiment apprendre, mais ça m'a permis aussi d'apprendre à réfléchir pour aussi créer ma propre pensée critique, puis de pouvoir évoluer dans le marché, là, tout ça, là, après. Là. Ah, c'est clair. Puis y a-tu quelqu'un en particulier qui t'a un petit peu marqué dans ton apprentissage ou tu dirais que c'était vraiment... Pas en particulier. Je pense que j'essayais d'aller chercher comme des experts dans plusieurs domaines. Puis c'est un petit peu comme ça aussi que même j'ai voulu développer, moi, le Renaissance Crypto Club. T'sais, en ce moment, on a plusieurs analystes, on a plusieurs traders, puis qui sont tous spécialisés dans quelque chose qui est différent. Puis moi, quand j'ai commencé même mon éducation, c'est ça que je faisais, c'est que j'allais chercher plusieurs profils différents pour vraiment venir compléter au complet l'éducation. Il y a personne qui connaît tout sur tout. Donc, moi, je préfère aller chercher des experts dans différents domaines très, très, très précis. C'est un peu aussi comme ça que j'ai décidé de bâtir mon entreprise par la suite. Là. Ouais, c'est vraiment hot. Moi, je trouve ça incroyable. Puis on va parler un peu de ton parcours entrepreneurial, puisque pour moi, on a tout notre propre parcours. Puis moi, j'aime ça faire du reverse engineering dans le sens que je regarde l'enfance des entrepreneurs. Puis je suis capable de me dire, OK, parce que tu as vécu ça, c'est pour ça que tu as ce tempérament-là, puis que tu es vraiment un goaler, puis que tu y vas à 100% sur tout ce que tu fais dans la vie. C'est où que tu as commencé? Tu sais, toi, tu viens du Québec, on vient d'un coin qui est vraiment, vraiment pas loin. Là. Je pense que tu viens de Blainville, c'est ça? Ouais, exact. Ouais. Fait que c'est ça, c'est à côté, mais puis là, ça ressemble à quoi un petit peu ton enfance? Je sais que tu as des frères et sœurs comme moi, puis Nayel, puis tout ça. Ouais, dans le fond, ma mère, elle a toujours travaillé énormément, beaucoup. Fait qu'elle travaillait 100 heures semaine. Puis lui, mon père, il a jamais vraiment aimé son travail. Fait que d'un côté, mon père, il aurait voulu plus. Puis d'un autre côté, ma mère, elle avait plus, mais elle avait une peur de l'argent. Fait que pour moi, j'étais comme, OK, il faut que je trouve quelque chose que j'aime, mais aussi, il faut pas que j'aille peur d'essayer. Il faut pas que j'aille peur de regretter. Puis c'est là que ça l'a vraiment parti. Mon grand frère aussi, il m'a beaucoup amené dans le marché aussi du stock market, qui lui était plus vieux. Fait qu'il m'a amené dans tout ça. Puis après, moi, j'ai réussi à l'amener même dans la crypto. Puis même ses plus gros mouvements dans le stock market, c'est sur des entreprises qui sont corrélées à la crypto. Fait que je suis quand même... c'est hot. Ouais, j'ai redonné un peu l'appareil, là. Non, c'est hot. Puis t'avais-tu toujours eu un petit peu cet esprit entrepreneurial-là, justement? Ou, tu sais, quand t'étais petit, t'étais-tu de vendre du porte-à-porte pour vendre quoi que ce soit? Mon frère, c'était le pro des PS4. Il y avait tout le temps 2-3 PS4 en fil là, qui attendaient de se faire vendre. Ils achetaient pour pas cher, puis ils revendaient pour... Moi, j'ai fait un peu ça avec les téléphones cellulaires. Fait que, tu sais, j'en ai revendu. Mais un petit peu moins profil entrepreneur quand j'étais jeune. Mais par contre, un profil quand même travailleur. Donc, j'ai travaillé depuis que je suis extrêmement jeune. Puis ma mentalité, ça l'a toujours été de continuer à évoluer. À chaque fois que j'étais dans un environnement que je sentais que je ne pouvais plus évoluer, il fallait absolument que je change d'environnement puis que je passe au next step. Donc, tu sais, à 14 ans,
je lavais la vaisselle dans les Saint-Hubert, puis je me faisais maltraiter. Puis, de fil en aiguille, je montais de laveur de vaisselle en cuisine, après à boss boy, à suiteur, à serveur, à même barman. Ouais. Donc, mais là, ça me fait penser à... Parce que, tu sais, t'as tellement évolué à partir de ce moment-là que ton rapport à l'argent aussi a vraiment dû changer. Parce que, bon, avant, quand t'étais boss boy au Saint-Hubert, tu devais pas gagner $8 de l'heure, quelque chose comme ça. Puis là, maintenant, ben, tu sais, je pense que t'as du succès avec ce que tu fais et tout ça. Comment ton rapport à l'argent a évolué avec le temps? C'est une bonne question. Honnêtement, j'essaie de malgré tout, tu sais, profiter de la vie parce que je pense que on a juste une vie à vivre puis on sait jamais quand elle va finir. Mais d'un autre côté aussi avoir conscience de vraiment le purpose de ce que je veux faire dans ma vie, où est-ce que je veux qu'est-ce que je veux accomplir, puis en sachant que j'ai des gros accomplissements à atteindre dans ma vie, je sais que l'argent vient être un outil pour m'amener à me développer en tant que personne puis à atteindre ce next level-là. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça que j'essaie d'avoir une bonne balance. Non, c'est vraiment hot. Puis en fait, moi, je pense que là où je te rejoins, c'est qu'à un moment donné, en effet, quand tu es entrepreneur, tu commences à faire beaucoup d'argent. Non seulement ton rapport, il change à l'argent, mais en plus de ça, quand tu rentres dans les marchés puis que tu fais des trades, puis que là, tu vois que ton argent peut aller augmenter puis diminuer très, très rapidement. Puis que là, faut que tu l'enlèves, ce rapport-là, que aïe, ça peut quasiment être un jeu. Moi, je suis dangereux avec ça. Puis là, mon frère, il l'a vu, tu sais, dans le sens que c'est humain. Là, c'est pour ça que le casino, c'est autant addictif puis tout ça. Quand tu vois que ça fonctionne puis que tu vois le chart monter, tu te dis aïe, ok, je rentre dedans puis je sors plus jamais. Mais un skills que tu as puis que tu dois apprendre à beaucoup des gens qui te suivent puis tes élèves puis tout ça, c'est que tu sais en fait détacher tes émotions de l'investissement. Tu es extrêmement rationnel, tu as une approche rationnelle. Comment tu l'as développé, ça aussi, cette approche rationnelle-là en tant qu'investisseur? Je l'ai développé à la dure, donc je l'ai développé avec... en perdant beaucoup d'argent. Non, mais je l'ai développé en vivant des tellement gros moments d'euphorie. Admettons, un des pires moments que j'ai vécu, là, c'est que j'ai passé 10 000 $ à plus de 80 000 $ en l'espace d'un mois. Là. Fait à ce moment-là, c'était au début de ma carrière, tu sais, puis j'étais on top of the world. Là. J'étais comme, oh my God, je suis le meilleur et tout. Puis littéralement, en l'espace de 15 minutes, j'ai perdu 80 000 $. Ah non? Ouais, c'était fou. J'avais un short d'ouvert en croisé, puis la crypto, elle a fait plus 100% en 15 minutes, puis moi, j'étais en short, puis tout a disparu ça t'a wipé du en marché. 15 minutes. Fait que, genre de passer d'un moment tellement euphorique à la fin du monde, c'était comme... Donc, non, c'est vraiment intéressant pour que tout le monde apprenne cette leçon à la maison puis comprendre que tu étais en short x2, non. Ouais. C'est quoi, en gros, shorter le marché? Mais dans le fond, je disais comme quoi que le marché allait descendre sur une crypto. Puis c'était une crypto que toute la journée, là, je pense que j'avais fait 10 000 $ cette journée-là. J'arrêtais pas de prendre une position comme quoi qu'elle allait monter, prendre une position comme quoi qu'elle allait descendre. Fait que littéralement, comme jouer au ping-pong avec cette crypto-là. Puis à ce moment-là, j'avais une position en disant que cette crypto-là allait descendre. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon cell a manqué de batterie. Je l'ai mis sur la charge. J'ai commencé à checker pour des voyages parce que je voulais faire beaucoup d'argent. Puis quand j'arrive je reprends mon cell genre 15 minutes plus tard, j'étais comme à moins 50 000, puis je voyais flou, je savais plus quoi faire. Je n'ai pas capable de sortir de ma position. Tu sais, j'aurais pu me sauver 30 000 de pertes, mais j'étais comme, pour moi, c'était impossible que ça continue à monter, en fait. Ouais. À monter, mais que mon portefeuille descende. Fait que finalement, ça a juste tout est... Fait que t'es passé de partir en voyage, checker pour aller en Polynésie, partout, puis à la dépression. De héros à zéro. Incroyable. Non, mais c'est le fun. Fait que là, ton rapport à l'argent, il a changé. Vraiment. Puis c'est là que je me suis dit que souvent, en fait, c'était à ce moment-là, j'étais comme, OK, je vais arriver à 100 000 $ le plus rapidement possible. Puis c'est là que je me suis dit, OK, la vie, puis même le monde de l'investissement, it's a never-ending game. Donc, ça finit jamais. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était comme, OK, à ce moment-là, dès que j'arrive à 100 000, j'ai réussi. Mais juste changer ma mentalité en disant comme quoi que peu importe le stade que j'atteins, il y a toujours plus à aller there's a bigger whale. Il y a tout le temps une plus grosse baleine que toi qui va t'engloutir. Tu sais, c'est pas...
c'est pas juste face à l'argent, mais c'est juste aussi en tant que personne. Parce qu'à partir du moment que tu atteins ton objectif financier, mais comment tu fais pour après évoluer en tant que personne? Tu peux juste plus. Fait que pour moi, c'était comme de toujours continuer à pousser, devenir une meilleure personne, puis de toujours me développer dans ce cheminement-là. Là. Ouais, fait que tu dirais-tu que ça a été un de tes plus gros échecs, entre guillemets, en investissement depuis que tu as commencé? J'en ai eu d'autres. Ça c'est certain. Je suis pas là à dire que j'ai 100% de taux de réussite. Il y a personne qui a 100% de taux de réussite, mais je dirais que ça a été un de mes plus grands apprentissages là, qui a été très, très tôt. C'est hot. Mais aujourd'hui, c'est ces apprentissages-là qui te donnent la crédibilité de pouvoir dire faites pas ça, je l'ai fait. Exact, ça t'a coûté cher. Ça t'a coûté cher. Ça lui a coûté 80 000 J'ai tellement fait d'erreurs, puis j'ai tellement été éparpillé partout que maintenant, je le sais. C'est pour ça que j'ai pu prendre toutes mes erreurs, puis les erreurs de d'autres personnes aussi qui ont faites pour vraiment amener un chemin vraiment rapide et direct vers un peu plus la réussite en crypto-monnaie. Puis c'est pour ça que j'ai pris tous ces moments-là difficiles pour trouver une facilité pour le monde qui rejoint. Puis là, maintenant, si on pourrait savoir une de tes plus grandes règles de risk management, maintenant qu'on sait que tu as appris à la dure, c'est quoi un petit peu ta règle de risk management maintenant? Ça dépend parce que j'ai plusieurs types d'investissements. Je fais du trading, donc j'essaie de ne pas me préoccuper de mes investissements moyen-long terme. Même en ce moment, je suis quand même en pas pire perte sur certains investissements. Je me casse pas la tête parce que je me dis que il y a le trading autant avec mon propre capital qu'il y a du trading avec les propres firms. Puis avec le trading, j'essaie de risquer entre 0,5 à 2% de mon capital par trade. Je prends un petit peu moins de risques avec les funded accounts parce que je veux pas perdre cet argent-là qui est un petit peu donné. Puis avec mon capital, là, je peux me permettre de faire des trucs différents. Je pense que ce serait intéressant de rewind pour que tout le monde puisse comprendre vraiment de quoi on est en train de parler, parce qu'on utilise des jargons qui sont quand même assez poussés pour la finance en général. Mais grosso modo, aujourd'hui, tu as une école, tu as plus de 1000 élèves, tu les aides à trader finalement des commodités, je pense de l'or, de l'argent, le Nasdaq aussi, ça c'est la finance finalement traditionnelle, mais le marché des crypto-monnaies aussi. Puis ça en fait c'est plusieurs professeurs que tu es allé recruter à travers le temps qui sont des professionnels dans ces classes d'actifs-là, si je comprends bien. Exactement. On a des professionnels du trading de la crypto, du monde qui sont spécialisés en gold, d'autres personnes qui sont spécialisées en Nasdaq. Donc, on vient vraiment faire le tour parce qu'il y a toujours des marchés un petit peu plus chauds que d'autres. Donc, on est capable de toujours profiter puis faire de l'argent, peu importe si le marché monte que si le marché descend. C'est super. Fait que là, ça fait en sorte que c'est des gens aussi qui ont une réputation finalement d'avoir du succès. Comment t'as connecté avec eux? C'est parce que t'es dans le monde du trading qu'ils sont venus vers toi? Ou? Ouais, mais ça fait tellement longtemps que je suis dans ce milieu-là que j'ai pu bâtir des bonnes relations. Puis j'ai toujours voulu entretenir ces relations-là. Puis ça a permis que j'ai pu connecter avec un gros trader que lui, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Puis j'ai pu lui offrir une belle opportunité à l'intérieur de notre club. Fait que lui, il avait sa propre communauté avec ses propres membres. Il a fermé tout ça pour venir se concentrer uniquement avec nous. Déjà, ça a été un gros win. Mais aussi, on a plusieurs étudiants à succès qui sont tellement devenus successful puis à littéralement vivre du trading que là, je me suis dit, OK, mais eux, ils comprennent déjà ce qu'on fait. C'est un peu grâce à nous. C'est jamais juste grâce à nous parce qu'il faut que le monde fasse la job. Mais ils sont quand même rendus à un autre niveau. Donc, j'ai engagé un autre trader que elle a commencé son parcours avec nous puis que maintenant, elle travaille à temps plein. Là. C'était combien de temps, ça? Ça fait quelques mois qu'elle est avec nous, mais en 1 an, elle est devenue de 0 à générer quasiment 25 000 par mois. Aïe, aïe. Ouais. Elle avait plusieurs dettes, elle a tout remboursé, puis elle peut vivre du trading maintenant. C'est vraiment fou. Puis moi, j'avais une question pour toi aussi. C'est par rapport aux gens que vous onboardez, parce qu'en soi, il n'y a pas peut-être dans ma perception des choses, on a pu comprendre que la gestion des émotions, c'est primordial en trading. Est-ce que selon toi, tout le monde peut devenir trader ou c'est pas... Il y a quand même un type de personnes qui vont avoir plus de succès dans le trading? Tout le monde qui a un désir à un autre niveau de réussir va finir par réussir. Fait que peu importe ton profil de personne, il faut juste que tu aies une confiance indéniable dans ton cerveau puis que tu n'arrêtes jamais d'avancer pour atteindre tes objectifs. D'essayer d'avancer,
tu vas C'est finir ça. par réussir. Ouais. Honnêtement, on a des personnes qui ont 80 ans qui réussissent. On a des personnes, des femmes, des hommes, littéralement tout le monde. Fait que l'objectif, l'affaire, c'est que pourquoi le monde ne réussit pas souvent, c'est qu'ils sont pas bien encadrés. Puis c'est pour ça que nous, on a bâti un écosystème pour aider et encadrer ce type de personnes-là. Fait que je te dirais pas qu'il y a un profil qui est plus adapté pour réussir, mais je te dirais juste que c'est juste une switch dans le cerveau qu'une personne doit avoir avoir une confiance indéniable qu'il est capable de qui va avoir réussir. du succès. Au final, ça revient un petit peu juste à une règle générale de la vie qu'il faut absolument que tu aies 100% confiance en toi pour que tu vas avoir du succès pour que le succès arrive. Mais est-ce qu'il y a des grosses misconceptions sur le trading, qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent qui disent sais-tu devenir riche demain matin, je vais faire x1000. C'est quoi les grosses misconceptions du trading en général que tu vois? Ben, c'est ça. Les plus gros misconceptions du trading, c'est de penser de devenir riche du jour au lendemain. Tout seul, c'est extrêmement difficile. Je pense qu'accompagné, ça devient un petit peu plus facile. Puis il y a beaucoup de choses aussi qui rend le parcours plus facile, dont des funded accounts. Donc, des funded accounts, c'est quoi? C'est des entreprises que eux viennent à offrir un capital complètement gratuitement, en grosse parenthèse, pour les traders qui sont profitables. Donc, dans le fond, ils vendent un examen, puis c'est un petit peu comme ça qu'ils font leur argent. Admettons, moi, je suis une prop firm, je te dis, si tu passes cet examen-là, qui est de faire, mettons, 8%, sans perdre plus que 5%, ben, je te prête 100 000 $. Puis après, avec ce 100 000 $-là, tu es capable de le trader, puis d'aller chercher 90% des profits que tu génères. Donc, ça permet au monde de ne pas risquer leur propre argent, puis d'apprendre une stratégie profitable, puis de grossir leur capital avec les prop firms pour après amener cet argent-là dans leur propre compte et après trader leur propre compte. Donc, c'est un petit peu ça que je fais. C'est un tremplin, dans le fond. Ça va être une trampoline. Exactement. Ça permet de pas juste partir avec 10 000 $ de ta propre argent, de penser que tu as une bonne stratégie qui fonctionne, puis de juste finalement perdre ce 10 000 $ au complet. Puis si tu avais un conseil pour quelqu'un qui commençait en trading demain matin, ce serait quoi les... Parce que là, au final, t'as tellement un gros background, t'as tellement appris de ça que, genre, si t'avais... Je sais que c'est difficile comme question, là, d'essayer de... Un conseil sur 5 années d'apprentissage, mais ce serait quoi le... Ben, je pense que c'est d'aller s'éduquer puis d'être all-in là-dedans. Ouais. Si tu prends... en fait, si tu vas chercher l'éducation, puis tu te mets all-in, puis il n'y a pas d'autres choses qui te déconcentrent. Il y a souvent du monde qui sont comme je veux faire du e-commerce, je veux faire du AI, je veux faire du trading, mais ils sont dispersés partout. C'est impossible d'être dispersé partout puis de réussir. Fait que si tu es all-in puis tu vas chercher l'éducation, ben, c'est sûr que tu vas finir par réussir beaucoup plus rapidement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, personnellement, je regrette de ne pas aller chercher l'éducation au début. En fait, je me disais que je voulais pas investir dans mon éducation parce que j'allais perdre cet argent-là. Au final, j'ai fini par perdre beaucoup plus. Ouais. Non, le meilleur argent que tu peux investir, c'est dans toi-même. Moi, c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on a beaucoup de succès. C'est parce qu'on a travaillé sur nous, on a mis de l'argent sur nous à travers des formations. 100%. Je pense même que Warren Buffett, c'était une de ses phrases de prédilection qui était comme, le meilleur investissement en premier, c'est en soi, puis après, ça va être dans autre chose. Je pense que tu es le meilleur actif à investir. Exactement. Puis après ça, c'est plus facile pour toi de redéployer dans d'autres stratégies, d'aider. Mais en fait, nous, on le voit avec l'école d'éducation financière qu'on a, Capital Nomade, on le sent, puis on le sait que tout le monde qui met les efforts est capable finalement de réussir. Puis ces gens-là qui investissent en eux, tant au niveau du trading qu'au niveau de la gestion de leurs finances régulières, personnelles. C'est quand même un job à temps plein aussi, là, d'apprendre au début c'est quoi un ETF, c'est quoi la bourse, comment budgétiser, comment s'assurer finalement d'avoir vraiment des fondations solides au niveau de ta situation financière. Fait que moi, c'est ça que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment n'importe qui peut réussir, puis n'importe qui peut le faire. Fait que, voilà. 100%. Il y a une chose que personne qui peut nous enlever, c'est nos skills puis nos apprentissages. Tu finis à la rue demain, mais la seule chose qui te reste, c'est ce que tu as dans ton cerveau. Fait que si tu as quelque chose qui te rapporte de l'argent dans ton cerveau, tu sais que tu vas... tu peux le redupliquer, puis même si tu fais faillite le lendemain, à un moment donné, tu peux réutiliser puis recapitaliser là-dessus. Non, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis là, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui font des investissements sur la bourse, sur tout ce qui est des ETF, tout ça. Mais la crypto-monnaie, c'est devenu de plus en plus populaire. C'est pourquoi la montée de la popularité de la crypto, selon toi?
Ben, je pense que les institutions financières ont tout intérêt à se positionner avant que la masse s'intéresse. Donc, tu sais, en ce moment, on peut le voir, tu sais, toutes les grosses banques ont créé des produits financiers connectés à la crypto. Eux, comment ils font leur argent, c'est à chaque achat, ben, ils touchent à des frais. Chaque vente, ils touchent à des frais de ce produit-là. Puis, en ce moment, c'est le produit qui leur rapporte le plus d'argent. Donc, ils vont tout avoir intérêt à pousser encore plus ce marché-là dans les prochaines années. Puis pour notre audience, tu fais référence à des ETF de Bitcoin comme ceux de BlackRock, etc. Exactement. Ouais, Justement, les ETF de BlackRock, qui est la plus grande institution financière du monde, ben, ils ont mentionné comme quoi que les ETF de crypto leur rapportaient plus d'argent que leur ETF du S&P 500. Fou, Donc, c'est quand même assez ça, c'est fou, parce là. que les frais de transaction sont dans l'ETF même, ou c'est que l'ETF, il y a un frais de gestion qui est plus élevé? C'est où qu'ils font leur argent? Je pense que le frais de gestion il est un petit peu plus élevé, mais ça reste que, tu sais, si... en fait, chaque banque est une entreprise, donc chaque entreprise, c'est quoi leur objectif? C'est de faire profitable. Exactement. Fait qu'ils vont quand même pousser vers la crypto. Là. Ouais, c'est fou. Puis là, aujourd'hui, en plus, c'est pas juste les banques, les institutions, c'est le gouvernement. Et le Canada qui sort un stablecoin. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais là, waouh, c'est quoi cette affaire-là? Même les États-Unis, il y a les plus grosses de compagnies du monde maintenant, Tether, etc., qui a USDT, accumulent. Voilà. En fait, il y a trois acteurs principaux. Il y a les institutions financières qui créent des produits financiers. Il y a les gouvernements qui adoptent la crypto comme jamais. Donc, on voit les États-Unis, qui est la plus grande puissance mondiale au monde, et même la Chine, qui est la deuxième, qui sont en train d'amener ça à un autre niveau, puis qui veulent être même la capitale de la crypto au monde. Fait que quand il y a ces deux gros pays-là qui sont en compétition, ben, ils vont tout faire pour amener la crypto à un autre niveau. Puis après, on a les entreprises qui sont en train de développer dans le marché de la crypto, puis aussi d'investir dans ce marché-là. Donc, je pense que 81 des 100 plus grandes entreprises aux États-Unis sont en train de se développer en crypto en ce moment. C'est donc, fou, ouais, c'est fou. Ouais. C'est fou. Puis, tu dirais que l'impact, finalement, de l'entrée de ces gros joueurs institutionnels, que ce soit les gouvernements, les entreprises, puis les grosses firmes d'institutions comme BlackRock, etc., en quoi ça l'a vraiment changé le marché des crypto-monnaies aujourd'hui? Parce que oui, ça l'a crédibilisé, mais en quoi ça vient impacter le prix? En quoi... Ouais, ça a amené beaucoup de crédibilité, mais avec la crédibilité vient aussi un certain contrôle. Donc, c'est important de comprendre que la crypto est encore jeune. Donc, quand un marché est jeune, ça veut dire qu'il y a moins d'argent qui est dans le marché. Donc, admettons, prenons par exemple, c'est pas les vrais chiffres, là, mais que le marché de la crypto vaut 2 trillions de dollars. Mais admettons, l'or, lui, il vaut 30 trillions de dollars. Le stock market, ça vaut quasiment 60 trillions de dollars. Donc, plus que les institutions et les gros joueurs se positionnent fortement dans un marché qui vaut très peu, mais plus que ils ont un contrôle de ce marché-là. Donc, en ayant un contrôle, ben, ça vient avec certaines manipulations de marché. Puis, des manipulations, ben, ça vient aussi avec des manipulations de prix. Donc c'est... Ouais, c'est l'envers de la médaille. Puis c'est là où il y a beaucoup de gens qui critiquent que la crypto a perdu un peu de son sens, parce qu'au début, c'était finance complètement décentralisée, du peer-to-peer, des particuliers à des particuliers. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est les grosses banques, puis c'est plein de gens qui peuvent avoir... C'est sûr, c'est l'évolution normale de n'importe quel marché. Puis, il faut venir à s'adapter avec tout ça. Je pense que la crypto aussi, qu'est-ce que ça réglait comme problème? C'est tout simplement que l'argent se fait imprimer sans compter. Donc, ça vient un peu régler à ce problème-là. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'améliorations encore à avoir. Mais comme il y avait beaucoup d'améliorations à avoir dans le stock market il y a 25 ans. C'est clair. Puis là, pour l'instant, moi, ce que je trouve encore vraiment fascinant, c'est que c'est un peu paradoxal parce que d'un côté, je pense que tout le monde ici comprend un petit peu l'aspect de valeur refuge du Bitcoin, que voilà, il y a une supply limitée, etc. Mais d'un autre côté, en ce moment, ben, c'est encore en train d'agir comme un actif à risque, c'est encore en train d'agir finalement comme un risk on asset, beaucoup plus qu'une valeur refuge comme l'or. Mais ça dépend, parce que tout est une question de perspective. Souvent, les investisseurs vont zoomer sur le graphique, puis plus que tu zoomes sur le graphique, plus que ça peut faire peur, parce qu'il y a des grandes fluctuations. Mais si on regarde sur
admettons un graphique, chaque chandelle équivaut à 1 an, ben c'est un marché qui est constamment en train de monter. Ben oui. Si on regarde le S&P 500, le Nasdaq, à certaines périodes, c'est sûr que ça a chuté énormément. Ouais. Mais quand on regarde sur une grande période de temps, c'est juste un marché qui monte. Puis c'est drôle parce qu'un de nos gros traders, que lui, il a acheté ses premiers bitcoins, je pense, à $300, il me l'a dit, il me l'a dit tantôt. En fait, on parlait de comme, est-ce qu'on est dans un bear market ou non? Puis il a fait une petite blague, mais en fait, je trouvais ça drôle parce qu'il était comme, ben, la crypto, c'est un never-ending bull market. C'est juste qu'on regarde sur une trop petite période de temps. Ouais. Même si pendant 1 an, ça chute, ça reste que sur une longue période de temps, Bitcoin va toujours venir à monter. C'est un peu la même chose qu'avec le S&P 500 aussi. là. C'est le problème de l'investisseur typique, là, c'est que on va tout le temps regarder court terme, qu'est-ce qui se passe. Puis toi, en fait, c'est toi qui es le plus plongé là-dedans parce que tu fais du day trading, mais tu fais aussi du long-term investing. Tu regardes le marché long terme, mais en même temps, tu navigues le marché tous les jours. Fait que pour toi, il doit vraiment avoir une grosse... Il doit avoir une barrière entre les deux, une grosse séparation. Puis c'est pour ça que je regarde pas énormément mes investissements. Sinon, ça te crée des stress de plus et tout. Donc, tu veux vraiment avoir une belle séparation puis différentes stratégies aussi pour les deux. Là. Non, c'est vraiment intéressant. Puis on le voit finalement, c'est ce que j'ai tout le temps expliqué pour mes clients. Puis je pense que je pense pas que tu donnes des formations long terme pour l'investissement long terme sur les crypto-monnaies actuellement ou un petit peu plus, on donne certaines guidances, mais c'est sûr que ça prend beaucoup moins de temps en investissement long terme. En fait, on a même développé des outils qui nous permettent vraiment de savoir les meilleurs moments pour acheter et vendre. Donc, c'est lorsque le prix se dirige dans une zone de nuage rouge, ben, c'est souvent le meilleur moment pour vendre. Dans un nuage vert, le meilleur moment pour acheter. Puis en plus, on a ajouté de l'intelligence artificielle pour avoir des indications d'achat. Donc, ça vient avec le club. Le monde qui rejoignent ont accès à ces outils-là. Donc, ça leur permet de prendre des meilleures décisions aussi pour eux. Fait que c'est quoi qui est le plus dur selon toi? C'est de timer le marché sur le long terme ou de timer le marché au day-to-day? C'est au day-to-day, mais c'est toute une question de statistique. Tu veux pas... Le moment dans le marché est beaucoup plus important que de vouloir timer le marché en soi. Là. Jamais personne ne va réussir à timer le marché à la perfection. C'est comment tu vas venir t'adapter face aux données que tu as devant toi, comment tu vas venir interpréter comment le marché évolue. Puis, non, c'est pour ça, c'est ça qu'on dit. C'est important aussi de comprendre que l'erreur est humaine. Puis, je pense que le plus gros problème des investisseurs, même des traders, c'est de se taper sur la tête sur des erreurs. Ça vient juste à accumuler du négatif puis à juste créer d'autres erreurs dans le futur. C'est clair. Puis je pense que les personnes qui prennent des bonnes décisions financières, investisseurs court terme trading versus pour les investisseurs long terme, c'est des gens qui sont pas stressés, qui comprennent finalement, qui prennent des décisions qui sont rationnelles, qui sont pas en état de stress quand ils prennent ces décisions-là. Parce que c'est ça, nous, un petit peu... ce qu'on voit souvent avec nos clients en soi, même qui naviguent les marchés traditionnels, c'est qu'ils sont stressés tout simplement parce qu'ils n'ont pas identifié le bon horizon de placement. C'est sûr que si tu achètes du Bitcoin pour... c'est de l'argent que tu as besoin dans 3 ans, c'est sûr que là, tu es très stressé. Mais si tu, consciemment, t'achètes du Bitcoin, tu le sais que c'est un actif que tu vas conserver pendant les 10-15 prochaines années, mais tu ne regardes pas la volatilité court terme de la même façon. Puis nous, c'est vraiment pour ça, finalement, un petit peu notre mission chez Capital Nomade, c'est d'éduquer les gens à ces concepts-là, parce que quand tu es complètement... quand la finance, en général, c'est très nouveau pour toi, ben, séparer tes poches d'investissement, dépendamment de quand on a besoin, c'est des concepts qui sont inconnus complètement. Là. Ouais, 100%. Puis c'est ce qui fait en sorte aussi que le monde prenne les mauvaises décisions. Là, des décisions émotionnelles, ils n'ont pas de plan, puis ils laissent ça aller. Exact. Les deux, on est dans l'éducation. Les deux, on aide finalement des gens. C'est quoi les gros challenges que tu vois quand c'est le temps d'aider les gens à s'éduquer finalement sur la situation financière? Le monde de la formation, c'est quoi les gros challenges que tu vis? Le monde, des fois, essaie d'aller trop vite. Tu peux pas... À chaque fois que tu essaies d'aller trop vite ou tu penses que tu es meilleur que le marché, mais le marché a toujours une bonne manière de venir te humble down. Donc, c'est juste de comprendre que les opportunités, il va toujours y en avoir. Puis, c'est pas parce que tu en as manqué une que c'est la fin du monde. Puis, c'est honnêtement, surtout dans les dernières semaines, parce que nous, on a pris des bonnes positions en disant comme quoi que le Bitcoin allait chuter. Il y a beaucoup de personnes qui se sont tapées sur la tête parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre ce gros mouvement-là à la baisse sur Bitcoin.
Mais la réalité, c'est que il va tellement y en avoir d'autres opportunités de faire de l'argent avec Bitcoin que faut pas venir se taper la tête. Ouais, ça revient au fait que c'est quand tu as le FOMO puis que tu penses que c'est un get rich quick que tu es en train de faire. Ben, c'est là que tu prends des mauvaises décisions financières. Mais si tu te dis, écoute, c'est du long terme, encore une fois, puis tu as ce thinking. Ouais, c'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage. Mais même, mais même dans le day-to-day, des fois, tu peux dire que on fait du trading, puis on est comme maudit, je vois que j'ai manqué ce beau trade-là. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'il va en avoir, peut-être pas cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine. Si c'est pas la semaine prochaine, peut-être dans un mois, mais il va finir par avoir une autre opportunité. Fait que la patience, c'est quand même de quoi de vraiment important dans le trading. C'est une vertu. Ouais, c'est sûr, c'est clair. C'est clair, philosophique. Mais tout ça pour dire que là, aujourd'hui, t'as beaucoup de gens qui sous ta responsabilité, autant des élèves que des employés. C'est combien d'employés environ au Renaissance? On est environ 16. 16, OK, ouais. 16 personnes. Puis c'est toutes des gens qui, soit sont des anciens élèves, de ce que tu me disais, mais aussi des amis à toi avec qui tu as des partnerships dans la business? Des amis, oui, mais plus du monde d'affaires. Donc, pardon, j'ai nouvellement un nouveau partner, j'ai des conseillers qui aident pour vraiment mieux recommander si le club est fait pour eux ou non. On a des personnes au marketing aussi, bien évidemment. On a des recherchistes crypto. On a des coachs crypto parce qu'on a des coachs qui sont associés un à un avec chacun des membres pour les aider. Puis aussi, on a des traders. Donc, vraiment, c'est pas une formation, c'est vraiment un écosystème complet qui regroupe des outils d'analyse, des lives en temps réel. Nous-mêmes, on partage nos positionnements, donc autant nos trades que nos investissements. Oui, des formations. On invite aussi des personnes. Donc, on a fait venir l'équipe de Solana qui sont venus parler à l'intérieur du club. On a fait venir d'autres projets crypto aussi qui sont venus parler. Des comptables qui sont spécialisés dans la comptabilité crypto. Fait que vraiment, c'est un écosystème parce que je pense que c'est pas juste une formation qui va permettre à quelqu'un de réussir. C'est vraiment cet écosystème-là. Puis on a aussi des traders qui trade en live. Donc, je pense qu'en ce moment, on est le matin au Québec. On a en ce moment une trader qui trade en live. Donc, c'est la beauté aussi avec l'équipe que j'ai réussi à bâtir, c'est que ça me permet de pas tout faire. Moi, je peux pas trader le Nasdaq, le gold, la crypto, faire des live trading le matin, faire des lives le soir. Donc, c'est impossible. L'équipe permet de vraiment s'assurer le succès de tout le monde qui rejoint. C'est hot que tu aies trouvé du monde de confiance. C'est ça le plus difficile, c'est finalement de déléguer. C'est bien s'entourer. En entrepreneuriat, c'est toujours ça. Là, mais quand tu fais les choses bien pendant longtemps, c'est là que ça permet de faciliter les contacts. Il y a beaucoup de monde qui veulent, même dans le monde de l'entrepreneuriat, veulent aller trop vite. Donc, ça fait en sorte que ça brise certains partenariats. Le monde sont greedy, ils veulent tout pour eux. Puis moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Je suis prêt à redonner. Puis je veux m'entourer des meilleures personnes parce que je sais que, oui, je donne peut-être des parties de la tarte, mais la tarte, elle devient toujours de plus en plus grosse. Puis le monde, ils sont satisfaits. Le monde, on a du monde qui... On a quelqu'un de 18 ans qui est rentré avec nous il y a un mois, puis que maintenant, il est financé. Il peut trader avec 200 000 quasiment. Là. C'est quelque chose qui n'aurait pas été possible dans le Renaissance Crypto Club il y a un an, mais tout le temps en me disant, puis en gardant dans la tête qu'il faut toujours que j'évolue, puis qu'on amène ça tout le temps à un autre niveau, puis de jamais arriver à être satisfait de où est-ce qu'on est en termes d'éducation et de service. Ça permet de faire des petits miracles avec le monde qui nous rejoint. Puis en te connaissant, parce qu'ils avaient quand même une couple de fois qu'on passe du temps ensemble, tout ça, aujourd'hui, on est des bons chums, mais je sais qu'au fond de toi, c'est ça qui te rend le plus satisfait avec ce projet-là. C'est pas de voir le Bitcoin monter puis de faire ton argent. C'est de voir un gars de 18 ans qui a un funded account. J'imagine, quand t'as eu cette nouvelle-là, t'as dû être fou comme oui, 100%. Honnêtement, entre moi avoir un trade que j'ai réussi versus quelqu'un d'autre, je suis beaucoup plus content d'avoir que quelqu'un d'autre réussi. Tu sais, admettons, voir une mère qui a 2 enfants, qui a une job à temps plein, puis qu'elle prend le temps de s'éduquer puis de passer le temps là-dessus, puis qu'elle a réussi à faire des bons rendements. Pour moi, je trouve ça... c'est nice, c'est fou. C'est vraiment hot à voir. Ça sonne un peu le monde de Bisounours, mais c'est exactement ça. C'est exactement là où moi et Pinel aussi, on retrouve le plus notre... Mais c'est notre mission aussi. Je pense que toi, au départ, quand tu l'as lancé, alors oui, au final, on est entrepreneur, il y a tout le temps un aspect monétaire, mais c'est vraiment pas la raison principale du pourquoi on le fait. Là. C'est parce que, justement, on est capable d'éduquer des gens, faire une vraie différence dans leur vie. Moi, je te comprends à 100% que t'as un grand sentiment de fierté aussi, là, de voir que grâce à ton écosystème, grâce à tes efforts, toutes les heures que tu as passées à bâtir ça, il y a quelqu'un qui est capable d'avoir
succès d'améliorer sa qualité de vie à travers ça. C'est 100%. Mais tu peux jamais juste faire les choses pour l'argent parce que tu vas toujours être bloqué à un certain niveau. Puis une fois que tu comprends ça, c'est là que le monde d'opportunités s'ouvre devant toi. Là. C'est Alex Hormozy puis Tony Robbins qui ont fait un podcast il n'y a pas longtemps là-dessus. Ça, il était bon. il était vraiment bon. Puis là, il parlait justement de la différence entre le purpose que tu as quand tu fais juste cravacher comme un espèce de malade, puis tu es dans une zone noire où tu te dis que tu es quasiment weak si tu travailles pas. Puis quand tu as vraiment trouvé un vrai purpose qui t'allume, puis que tu as envie finalement de te réveiller le matin, tu es passé par cette phase-là aussi, j'imagine. Au début, moi, je suis passé par cette phase-là. Je la vis encore. En fait, c'est drôle parce que hier même, aujourd'hui, à 4 heures du matin, je fais des webinaires complètement gratuits pour aider le monde à mieux comprendre le chemin à suivre pour arriver à être profitable dans ce marché-là. Puis les 2 secrets que j'ai découverts qui m'ont permis d'atteindre ce niveau-là. Puis, moi, il faut que je m'adapte à l'heure du Québec. Là, fait que c'est pas parce que je suis à Dubaï que je me tourne les pouces. Au contraire, j'ai fait ma conférence hier à 4 heures du matin. J'ai fini à 5h45 du matin. Puis, je suis pas payé pour le faire. Je le fais complètement gratuitement. Je le fais parce que j'aime ce que je fais. Puis, ce que je veux atteindre est beaucoup plus grand que mes désirs personnels. C'est clair. C'est sûr. Puis pour être allé sur un de tes lives à un moment donné, c'est capoter qu'est-ce que tu dis, c'est capoter qu'est-ce que tu fais, c'est fou la valeur ajoutée que tu donnes. Fait que j'espère qu'il y a un maximum de monde qui vont pouvoir aller rejoindre un de tes lives à un moment donné. Puis tout ça, c'est vraiment hot. Mais là, fait que ton purpose aujourd'hui, on a compris, c'est aider le monde. Puis tout ça. Éventuellement, est-ce que tu as d'autres projets connexes à Renaissance Crypto Club que tu aimerais lancer? Je sais qu'on en a un qu'on discute ensemble potentiellement, qu'on va peut-être pas annoncer aujourd'hui, mais dans le sens que je suis. Non, ben c'est sûr qu'il y a une raison. La première raison pourquoi j'ai décidé de partir du HEC, c'était pour partir un hedge fund. Je veux toujours continuer à me développer en crypto, tout le temps continuer à me développer dans le monde financier. Donc, c'est sûr que un rêve de jeunesse, c'est quand même d'éventuellement avoir un fonds en crypto, à voir comment ça va se passer. Mais c'est sûr que à force d'évoluer dans ce monde-là, je me rapproche tranquillement pas vite. Fait que là, t'as pas fait d'immobilier, t'as pas fait de marché boursier traditionnel, t'es full dans crypto. Ouais, 100% crypto. C'est bien. Je sais pas si c'est un problème, mais le monde, souvent, ils séparent tout le temps leur focus. Moi, je pense que quand t'as un focus puis que t'es all-in là-dedans, ça finit par rapporter. Éventuellement, oui, je suis quand même très ouvert à avoir de l'immobilier puis à pas le regarder, mais ça va venir dans quelques temps. Là. Ouais, je suis pas pressé. Je suis encore quand même jeune. Là, fait que, t'es jeune. Je me presse pas. Là. Non, c'est hot. Puis moi, justement, quand je parle de finances, j'ai souvent parlé de finances avec du monde qui ont plus 45 à 60 ans, je gère leur retraite, ils me passent leur argent, je m'occupe vraiment de toute leur situation financière, je leur fais un beau plan de match, on investit ça adéquatement. Là, aujourd'hui, finalement, toi, tu dis que le trading, c'est accessible pour des gens qui ont 40 ans. Est-ce que c'est censé remplacer leur revenu ou c'est censé être un revenu additionnel, finalement? C'est quoi, finalement, que tu peux atteindre aujourd'hui avec le trading? La liberté financière, oui, mais c'est quoi? Quelle place ça prend dans ton patrimoine? Hein? Quelqu'un entre 30 à 50 ans qui veut se lancer en trading, mais jamais va falloir qu'il ait la mentalité que ça va remplacer sa job du jour au lendemain. Premièrement, tu commences avec l'éducation, puis après, le revenu supplémentaire arrive. Puis, tu sais, si tu triples là-dessus, c'est ta passion, là, ça peut devenir ton métier. Mais, tu sais, ça permet juste de... le trading, des fois, on voit ça plus gros que c'est plus, tu sais, l'analyse technique. Tu sais, ça permet juste de savoir comment lire les graphiques au lieu de juste faire confiance à ce qu'on entend à la radio puis à la TV sur qu'est-ce qui arrive avec les marchés. Mais tu es capable d'avoir une compréhension de pourquoi les graphiques bougent d'une certaine façon, parce que les graphiques ne bougent pas de n'importe comment. Ça bouge de façon très méthodique, très structurée. Donc, le trading, c'est une des façons d'apprendre à lire les graphiques puis de profiter après sur une plus petite période de temps ces mouvements-là. Non, c'est vraiment hot. Puis moi, là, comme on est à Dubaï, c'est comme un peu la capitale de la crypto dans le monde. Là. Puis ce qu'on peut voir, c'est que, mettons, l'Europe et le Canada sont beaucoup en train de se refermer par rapport à ça. Il y en a qui diront que c'est par rapport au blanchiment d'argent puis tout ça, mais toi, qui es vraiment dans ce game-là, c'est quoi que tu penses qui fait en sorte que les gouvernements sont vraiment pas tendants pour ce genre d'investissement? Mais je pense qu'ils vont être de plus en plus ouverts. Ils n'auront pas le choix. T'sais, on va laisser les gros gouvernements faire ce qu'ils ont à faire. Puis, c'est juste la suite logique des choses. C'est jamais les plus petits pays
qui vont venir à prendre les plus grandes décisions au début. Ça va être les plus gros pays qui ont le plus de capital, qui sont le plus gros économiquement, puis qui vont juste amener cette vision-là sur les autres pays qui vont venir à suivre. T'sais, les États-Unis sont tellement plus avancés que le Canada, mais le Canada est reconnu pour être le pays vraiment en retard au niveau technologique, niveau financier. Fait que, moi, je regarde pas ce qui se fait au Canada, je regarde ce qui se fait aux États-Unis, un petit peu ailleurs dans le monde. Puis je le sais que le Canada va venir par s'adapter face à tout ça. Fait que c'est pour ça que moi, je préfère me positionner tout de suite. Si je regarde juste ce qui se fait autour de moi au Québec, au Canada, je suis pas plus avancé. Je veux voir comment les plus gros joueurs du monde, c'est qui fait le plus d'argent, puis c'est qui fait le plus d'argent depuis le plus longtemps, qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Puis ce qu'ils font en ce moment, c'est que derrière les rideaux, ils sont en train de se positionner en crypto. Fait que pour moi, il faut que je fasse exactement un copier-coller parce que depuis des centaines d'années, c'est eux qui ont prouvé à faire le plus d'argent. Pourquoi je ne ferais pas la même chose qu'eux? T'as raison, il faut copier-coller ceux qui ont. Moi, je prétends pas être le dieu de la crypto. Je prétends pas connaître tout sur l'économie de A à Z. Ce que je prétends, c'est d'avoir étudié l'histoire, de savoir où est-ce que comment l'argent évolue, comment le monde financier évolue. Puis après, c'est plus facile que ça en a l'air. Mais ça, tout le monde, il faut qu'il fasse sa propre recherche, sa propre éducation financière. C'est sûr, parce que faire ta propre recherche va créer ta conviction. Puis avoir une conviction, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas pas laisser tes émotions prendre le devant. Quelqu'un qui investit dans Bitcoin en 2021 à 69 000, puis au top, là. Puis là, ça descend à 20 000. Puis qui n'a pas fait de recherche, mais c'est sûr que lui, il panique. Il vient de perdre 70% de son capital. Panique totale. Il n'y a pas de conviction. Quelqu'un d'autre que lui a une conviction énorme, il se dit « My God, je peux avoir le même actif que j'ai acheté il y a quelques mois, mais à 70% de rabais. » Souvent, le monde, ils vont se pitcher sur les rabais, sur les linges, sur les autos, whatever, mais quand ça arrive sur des actifs comme Bitcoin, le monde c'est parce que les gens ne le comprennent pas, puis ils sont pas capables. Ils n'ont pas la conviction, puis c'est ça. Les convictions amènent à des décisions rationnelles, puis la non-conviction amène à des décisions émotionnelles. C'est ce qui te permet de passer au travers les tempêtes, là, parce que... C'est sûr. Puis les tempêtes sont inévitables dans n'importe quoi, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, autant dans les investissements. Fait que savoir naviguer à travers ça, c'est ce qui va te permettre de toujours évoluer plus. Là. Non, c'est vraiment hot. Puis là, pour qu'on ait aussi un petit segment entrepreneurial, là, parce que c'est vraiment hot ce que tu as fait. C'est quoi un petit peu tes gros challenges aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Je sais que tu as beaucoup d'employés, tout ça. Moi, je sais c'est quoi, là, on avait une équipe de quinzaine de personnes à Montréal, puis tout ça. C'est vraiment dur à entretenir, puis c'est des relations professionnelles qui peuvent être compliquées. Toi, de ton côté, comment tu as su maintenir ça avec le temps? Comment ça s'est bâti? C'est toujours mettre, je pense, les autres avant soi-même. Je pense que je care énormément pour l'équipe. Puis je pense que quand tu cares pour du monde, mais eux aussi viennent à care pour toi. Donc, tu sais, dans les moments difficiles, parce que j'en ai vécu des moments difficiles, l'équipe sont vraiment compréhensibles. On est prêt à s'adapter ensemble. Fait que ça, c'est très, très bien. Mais c'est aussi en comprenant ce que chaque personne aime faire. Puis ce que chaque personne n'aime pas faire. Donc, souvent, ce qu'ils aiment faire, c'est leur spécialité. Donc, c'est dans ce qu'ils sont bons. Fait que pour moi, de concentrer chaque personne dans exactement ce qui performe le plus, puis de aussi faire en sorte qu'ils deviennent des leaders, mais ça permet de, après, redonner ce leadership-là aux membres de la communauté à ce qui performe encore mieux. Donc, tu sais, comme par exemple, je prends encore cet exemple-là du trader qui a laissé un petit peu de côté sa communauté. Moi, je l'ai approché. Ça faisait 3 ans et plus que je le connaissais. On avait déjà entretenu une bonne relation ensemble. Tu sais, s'il y a un an, je l'avais approché, ça n'aurait peut-être pas fonctionné. Mais là, je l'ai approché au bon moment. C'est sûr qu'il y a une partie de chance. Puis, tu sais, je me suis assis avec lui. Je me suis dit... Puis, je voulais vraiment comprendre ce que lui, il voulait. J'ai pas pensé à moi, ce que je voulais. Là. J'ai écouté exactement ce qu'il aimait faire, puis j'ai été en mesure de faire un offre avec uniquement ce qu'il aimait faire, puis en mettant de côté un peu ce qu'il aimait moins faire avant. Donc, après, c'est bon. On est gagnant-gagnant. Tu sais. Ouais. Si mon équipe gagne, je finis par gagner. Ouais. Puis, tu sais, si moi je gagne, l'équipe, elle gagne. Fait que, tu sais, c'est toujours un retour du balancier. Tu sais, des fois... tu penses que c'est
c'est une dépense, mais avoir des employés, mais c'est plus un investissement, comment je le vois. Là. Ah, c'est clair. Tu as dit que tu étais passé à travers des gros défis en montant ça. Y a-tu un moment où tu t'es dit, my God, j'abandonne, ça devient trop dur, ou comment t'as fait pour gérer finalement ces gros défis-là que t'as eu? Ben oui, j'ai eu des moments comme ça, mais ça n'a jamais duré vraiment longtemps. Tu sais, je pense que quand ça va bien, j'essaie de profiter à 100% que ça va bien, mais quand ça va moins bien, j'essaie aussi de vivre ce moment-là. Tu sais, souvent, on essaie de le laisser de côté. Je suis comme, OK, genre, admettons, je suis triste, je suis vraiment déçu, ben je vais le vivre pendant une journée, mais le lendemain, fuck that, on passe à autre chose. Ah ouais. Mais au lieu de juste faire à semblant comme si ça allait pas bien, puis je le garde pendant plusieurs mois, donc je le vis pendant quelques heures, puis le lendemain, je passe à autre chose, puis je continue à avancer. Ça vient de ton mindset ou ça vient des gens aussi qui sont autour de toi? Moi, je sais que mon frère est pas mal l'optimiste. Moi aussi, je le suis. On s'entraide. Quand lui, ça va un peu moins bien, moi, ça va mieux. On a Nico aussi que tu as rencontré, que lui, c'est notre bombe d'énergie, puis tout le temps souriant. Fait qu'on est tout le temps en train d'entreprendre, puis tout ça. Toi, c'est... Alors, moi, je pense que j'ai appris à devenir quelqu'un comme ça. Je pense que j'étais quand même assez pessimiste quand j'étais un peu plus jeune. Souvent, on pense qu'on est né de même, mais moi, j'ai quand même appris à le devenir. J'ai appris à le devenir parce que il y avait personne en arrière pour m'aider. Si je réussissais pas, ben... il y a ni ma mère ni mon père là, qui peut m'aider. Là. Je viens d'absolument rien. Fait que pour moi, c'était vraiment de comme si tu trouves pas une solution, Oli, genre c'est. Non, t'es laissé à toi-même, puis il n'y a pas de chemin de retour. Fait que les moments que j'ai voulu abandonner, je me suis dit, tu sais, je fais quoi? Genre, en restauration, genre, je fais quoi? Je fais exactement ce que je veux faire. Fait que trouve une fucking solution, puis continue à avancer, puis même si c'est tough, tu sais, continue, tu sais. Puis si au début, on m'avait dit exactement le parcours que j'allais avoir, honnêtement, je pense pas que j'aurais décidé de commencer. Ah ouais? Mais tu sais, quand tu commences, après, c'est un chemin de non-retour. Mais en y repassant aujourd'hui, c'est sûr que j'adore le parcours que j'ai eu. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu commences en tant qu'entrepreneur, tu penses toujours que ça va être plus facile que c'est réellement. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, t'as tout à fait raison, puis on a vécu le même ascenseur émotionnel à travers nos business. Puis je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis par rapport au fait de vivre les moments quand ça va mal, parce que c'est comme ça que tu apprécies vraiment les moments quand ça va bien aussi. Ouais. Je pense que genre c'est super important d'essayer de tirer des leçons puis vivre ces moments-là au maximum, parce que c'est là que tu grandis le plus en tant que personne aussi. Là. Dans le sens que c'est là où vraiment tu te développes en tant que personne, parce que c'est là que tu es confronté face à toi-même, tu te regardes dans la glace puis tu te dis c'est... Ouais. Puis quand tu fais juste foncer, tu te rends compte que là, je regarde en arrière, puis je suis comme, oh my God, voir que j'ai accompli tout ça. Mais il y a 4-5 ans, là, jamais j'aurais pensé pouvoir accomplir ça. Fait que c'est juste en faisant un pas à la fois. Là, finalement, tu finis par te retourner, oh shit, my God, j'ai fait tout ça. Puis là, tu continues à avancer d'autres années de plus. Oh my God, encore. Non, c'est insane. Les gros problèmes que j'avais il y a 4 ans, aujourd'hui, là, c'est la petite bière. Genre, c'est même les problèmes identiques. Sont de la petite bière. Donc, après, les gros problèmes que j'ai aujourd'hui, mais ils vont être rien dans 2 ans. Fait que c'est juste de comprendre que c'est plus grand que juste un cheminement entrepreneurial, mais c'est aussi le cheminement de ma vie personnelle, comment je me bâtis en tant que personne. Est-ce que je veux juste être une personne qui est satisfaite avec peu, ou je veux être une personne qui toujours repousse mes limites, qui veut devenir une meilleure personne, qui est capable de redonner encore plus, qui est capable de faire les choses que le monde ne pense pas qu'ils sont capables d'être faits. Puis honnêtement, sky is the limit. Puis c'est pour ça que moi, dès que tu es arrivé à Dubaï, je t'ai dit, man, c'est incroyable que tu sois ici. Parce que moi, je suis complètement closé par Dubaï. Là. Je sais que tu es encore beaucoup au Québec et tout ça. Mais ici, c'est le nouveau rêve américain. Je l'ai répété dans tous les podcasts que j'ai dit. Puis moi, je crois tellement en cette place-là que c'est ça, tu es vraiment au meilleur endroit. Tu l'as dit. T'as tout le temps évolué, next step. Là, ton next step, t'es rendu Dubaï. Puis Dubaï, ce qui est le fun, c'est que c'est le toit du monde. C'est pas Montréal. Mais je pense que ton environnement en dit énormément sur la personne que tu vas évoluer. Puis c'est pour ça aussi que nous, on voulait avoir plusieurs traders, plusieurs coachs dans la communauté. Mais en venant à Dubaï, tu te rends compte que
c'est le top of the food chain. Là, Dubaï, c'est ça repousse tes limites encore plus. Moi, admettons, je peux peut-être juste dans mon coin puis faire de la bonne argent puis être satisfait avec ça. Ouais. Mais après, tu te mets dans un environnement que tout le monde quasiment fait plus que toi puis t'es comme, oh my god, ça repousse tes limites encore plus. Ça Exactement débloque des pour ça nouvelles qu'on zones. était Ça c'est débloque ça des nouvelles zones qui est le plus de dangereux, je te possibilités, dirais, pour un entrepreneur au Québec. C'est ça le plus dangereux. C'est qu'au Québec, à un moment donné, t'atteins une zone de confort. Parce que c'est le fun, le Québec. Hey, on est bien. Moi, je m'ennuie du Québec. Là. On était bien, on allait faire nos courses le samedi matin, on était dans la nature. L'hiver, on allait au ski. On avait notre routine, on avait notre confort. Puis là, c'est de se dire, on a notre confort plus une business qui roule, qui est du revenu quasiment garanti, qui rentre tous les mois. Puis je pourrais m'asseoir sur mes deux papates, puis j'ai mis tous les systèmes en place pour que ça roule. Puis non, là, je pose, comme on dit en espagnol, mes coronas sur la table, puis je pars à l'autre bout du monde, puis je m'en vais, genre, vraiment avec encore un mindset de guerrier. Il y a vraiment pas tout le monde qui est capable de mettre ça sur la table, puis de se lancer. Fait que c'est pas ça que tu fais en ce moment. Mais je fais juste dire que juste de t'avoir ici, c'est quand même vraiment le fun. Puis tu vas rencontrer du monde comme nous qui avons, je pense, un super bon mindset justement au niveau de la 100%. business puis tout ça. Fait que ça va être nice de t'avoir avec nous autres. Hein. Yes. Ouais. Ouais, merci, boys. Ouais. Non, mais c'est sûr qu'en tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié de ce que tu as dit avant, puis je pense que c'est un conseil qui est vraiment où les gens peuvent vraiment tirer énormément de valeur, c'est que en entrepreneuriat en général, beaucoup de gens hésitent à se lancer. Puis ils regardent la montagne en entier, mais le premier step, là, regarde pas le bout de l'escalier, regarde juste la première marche. Parce que, comme tu as dit, tu te rends pas compte de tout le chemin que tu as fait, mais là, tu te retournes, tu fais « Wow, my God, je viens d'autant loin. » C'est la même chose pour tout le monde qui hésite à se lancer en ce moment. Là. Commence par faire le premier pas, regarder devant toi. Regarde pas la ligne d'arrivée, t'es même pas... commence par faire le premier pas. Fait que non, je pense que c'est vraiment un très bon conseil. Moi, j'étais curieux de savoir c'était quoi un petit peu qui a été le turning point un petit peu de ta business, parce que, tu sais, là, maintenant, ça fait 5 ans, tu nous as dit à peu près que... Mais c'était quand la première année où tu t'es fait, my God, là, il y a vraiment un motion qui se passe, il y a vraiment quelque chose? Ben, à partir du moment que j'ai switché mon modèle de NFT à juste vendre un service normalement, ça a été un changement quand même assez drastique, mais ça a été aussi le moment que j'ai commencé à filmer des vidéos. Puis honnêtement, j'étais tellement pas à l'aise. Là, on peut revoir une vidéo de moi il y a 3 ans. Là, on en mettra une dans on fait ce montage. Oh my God. Hey, pauvre moi là, d'avance. Mais honnêtement, c'était affreux. On riait de moi et tout. Puis, tu sais, je faisais des patchs rouges là, tellement que j'étais stressé dans des tournages. Puis, tu sais, de fil en aiguille, tu sais, j'ai appris à un petit peu plus, pas le choix d'aimer ça, tu sais, c'est ce qui va faire en sorte que je peux aider le monde. Tu sais, honnêtement, comment je vois ça, c'est que si je fais pas certaines vidéos, si je fais pas des conférences gratuites, des webinaires, tu sais, je laisse du monde qui ont un problème tout seul de leur bord. Fait que pour moi, c'est important de me mettre out there puis de montrer que ben c'est possible. Puis, c'est exactement ce qu'on fait aussi. C'est pour ça qu'on donne énormément de notre temps gratuitement puis qu'on le fait pour énormément de personnes avec Naël. C'est que on prenait plein de meetings, puis il y a des gens qui devenaient clients, d'autres qui ne devenaient pas, mais tout le monde repartait avec une valeur ajoutée. Tout le monde apprenait quelque chose, tout le monde revenait avec quelque chose de mieux que ce qu'ils avaient au début. Puis, tu sais, même là-dedans, tu sais, dans rien, on est bon dès qu'on commence. Puis c'est juste, à force de le faire, tu deviens un petit peu mieux. Puis, tu sais, en ce moment, je pense pas que je fais des patchs rouges en ce moment. Fait que déjà déjà là, on est mieux qu'il y a 3 ans. Fait que non, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie, c'est comme dans le trading, comme dans l'investissement, comme en entrepreneuriat, tu sais, the more reps you get in, the better exactement. Puis, non, c'est clair. Moi, je voulais savoir aussi un petit peu, c'était quoi, tu penses-tu qu'il y a une compétence que tu avais de base qui t'a aidé en entrepreneuriat? Puis sinon, ce serait quoi la compétence? En fait, je pense que la compétence que tu as développée, qui t'a beaucoup aidé, c'est savoir parler devant la caméra. Là. Je pense que ça a dû t'aider. Y a-t-il une compétence que tu avais naturellement, tu penses t'a aidé à te rendre là où t'es? En fait, c'est une compétence que j'ai développée, mais de juste jamais abandonner. Je pense qu'il y a eu tellement de moments que j'aurais pu laisser lâcher, ça. Puis qu'est-ce qui a fait ça? C'est juste de voir que c'était possible. Donc j'ai vu un gros entrepreneur qui réussissait énormément puis qui avait des grosses voitures. Puis j'étais comme, oh shit, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Puis, tu sais, je l'ai côtoyé quand même beaucoup. Puis, à partir du moment que j'ai vu ça, j'étais comme, oh my God, c'est possible, je peux plus abandonner. Puis, en fait, une fois que je me suis lancé, ben tout le monde à l'école riait de moi. Tu sais, il y avait déjà, c'est un moment de non-retour. Fait que j'ai pas réussi pendant plusieurs années. Puis, j'étais comme, OK, c'est soit que je reste au fond du baril ou
Continue de pousser. Je reste au fond du baril, je trouve un autre job puis j'abandonne, ou je suis déjà au fond du baril, j'ai rien d'autre à perdre, je peux juste gagner. Fait que là, j'ai décidé de continuer. C'est incroyable. Puis ma compétence, je pense, c'est vraiment de jamais abandonner, de trouver des solutions. Honnêtement, il y a tellement eu de moments que ça a été vraiment, vraiment dur. T'sais, on a des compétiteurs qui sont allés chercher des meilleurs employés, qui sont allés le mettre dans sa business, des gros joueurs qui étaient avec nous, qui sont partis. Fait que ça a été vraiment rough à plusieurs moments. Mais, tu sais, T'as tout le temps su te réinventer, t'as tout le temps su te relever, pis ça. Mais ce que j'aime, moi, avec les réseaux sociaux, c'est que quand tu le fais, t'as plus le choix. Parce que les réseaux, arrête. Puis c'est comme un marathon. Moi, j'ai eu le même feeling. Quand j'ai parti le Capital Nomade, quand j'ai parti notre personal branding, Nate Pinayel, puis tout ça, on a fait le premier post, là, j'ai fait « Oh shit ». Là, c'est comme si, genre, je suis au premier kilomètre du 42e kilomètre, puis le truc... là, t'as plus le choix d'y aller. Le truc, il va être long, puis ça risque de vraiment être tough. Puis, tu sais, ça va jamais être parfait non plus. Moi, même encore à ce jour, mes vidéos, je les trouve pas parfaites. Je trouve toujours qu'il y a de quoi améliorer, mais je me dis que, tu sais, que faut que tu le fasses, puis plus que tu le fais, tu deviens meilleur. Donc, exact. Vous, là, sentez la même chose. Là, dans un an, vos vidéos vont être ça va être un autre monde. Ça va être un autre monde. Puis, en fait, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup du format podcast. C'est qu'on est capable de vraiment plus d'apprendre à nous connaître, nous, en tant que personne. T'sais, là, on fait beaucoup de vidéos. Des fois, c'est déjà un peu préparé, puis tout ça. T'arrives, t'es pas vraiment naturel, c'est pas vraiment l'aide que le monde rencontre. Fait que là, c'est ça que j'adore, moi, avec les podcasts, c'est que je me lance, puis je les oublie, les caméras. Là, mais c'est comme tu dis, c'est des compétences qu'il faut développer au fur et à mesure. Il y a pas tout le monde, on peut pas naître bon dans tout. Là, fait que, pareil, faire des vidéos, ça s'apprend. Fait que, Non, en tout cas, c'est vraiment hot, Oli. Moi, je suis extrêmement content de t'avoir eu sur le podcast. Je pense Merci à vous de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. On espère inspirer un maximum de nos confrères québécois qui nous écoutent à la maison. Je pense que c'est notre patrie, puis on a quand même... Tu sais, moi, je suis parti avec le coin de pays, la poutine. Exactement. Ouais, exactement, le coin de pays de la poutine. Pour tous les expatriés qui, nous connaissent le Québec, allez-y. Allez rencontrer du monde là-bas. C'est du bon monde. Puis on a hâte de vous retrouver pour les prochains épisodes de Capital Nomade, l'équipe. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.